Merci de votre introduction. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de prendre part à ce séminaire sur le rôle de la diplomatie culturelle dans les pays francophones et de m'adresser en cette précieuse enceinte qu'est l'Assemblée nationale. En ma qualité d'ambassadeur du Japon auprès de l'UNESCO, je suis particulièrement heureux de traiter du thème de la diplomatie culturelle japonaise. Ma présentation s'articulera autour de 5 points suivants: la diplomatie publique du Japon, le soft power japonais, la diplomatie de la culture pop comme une illustration de la diplomatie publique, l'initiative Cool Japan et les relations entre le Japon et les pays francophones. En fait, le secrétariat m'a parlé que je ne pouvais pas parler anglais, ce qui était plus facile, mais je suis tellement soulagé que j'ai préparé mon texte en français, avec un peu de difficulté, car je suis revenu en France après 35 ans. Le premier point est la diplomatie publique du Japon. Laissez-moi d'abord expliquer pourquoi j'emploie le terme diplomatie publique et non diplomatie culturelle. L'introduction de ce concept dans la diplomatie japonaise date de 2004. Il est la résultante de la fusion par le ministère japonais des Affaires étrangères de ses services des relations publiques, des échanges culturels et de la coopération culturelle. Il est difficile de trouver l'équivalent de ce terme en français. On parle souvent de diplomatie de rayonnement, mais c'est le terme de la diplomatie publique que j'emploierai dans mon intervention. L'objectif de la diplomatie publique est de permettre aux autres pays de se familiariser avec le Japon et de valoriser l'image du Japon à l'étranger. Alors que la diplomatie est habituellement une prérogative exclusive de l'État qui s'exerce entre les gouvernements, la mise en œuvre de la diplomatie publique se fait en étroite collaboration avec le secteur privé et le gouvernement s'adresse directement aux citoyens des autres pays. Cependant, il n'est pas approprié de considérer la diplomatie publique seulement comme une compétition des images entre pays. Pour mieux faire connaître le Japon, nous devons comprendre nos interlocuteurs plus en profondeur. C'est par ce processus de communication à deux sens que progresse la compréhension mutuelle des cultures différentes. En raison de la mondialisation et du développement de technologies de l'information, l'influence de l'opinion publique dans la définition de la politique étrangère est de plus en plus forte dans de nombreux pays. Dans le même temps, et bien qu'on puisse constater la reprise récente de l'économie japonaise, l'image du Japon dans le monde est en relatif déclin après 2 décennies de stagnation et en face de l'importance grandissante des pays émergents, etc. Cependant, des sondages d'opinion conduits par le service international de BBC ont montré que le Japon se maintenait dans le haut du classement des pays dont l'influence sur le reste du monde est considérée comme positive. Le Japon continue donc à maintenir une bonne image dans le monde. Les principaux outils sur lesquels se fonde la mise en œuvre de la diplomatie publique du Japon sont la diffusion d'informations concernant le Japon en général ou des questions plus spécifiques, l'organisation d'événements culturels, la mise en place de programmes d'invitation, de coopération intellectuelle, d'échanges d'étudiants ou de professeurs, la promotion de l'enseignement de langue étrangère, langue japonaise, la coopération et l'assistance culturelle internationale, etc. Les acteurs principaux de la diplomatie publique sont le ministère des Affaires étrangères, c'est MOFA, le ministère chargé de l'enseignement et de la culture et son agence des affaires culturelles, le ministère de l'économie, de l'industrie et des échanges et du commerce, METI, l'agence de tourisme, la Fondation du Japon, le JICA, le JETRO, les collectivités locales, etc. Le secteur privé joue également un rôle important dans la mise en œuvre de mesures et de programmes concrets dans divers domaines. Par conséquent, il est important de promouvoir la coopération entre les différentes instances gouvernementales et entre le gouvernement et le secteur privé. Je passe maintenant au deuxième point. Soft power japonais. Le Japon a récemment initié un renforcement de la politique de soft power. Je suis sûr que nombreux sont ceux qui, parmi vous, ont entendu parler des concepts de soft power, hard power, smart power, donc je ne vais pas entrer en détail.
C'est non sans un certain étonnement que j'ai pris conscience de la force du soft power lors de mon séjour en Irak au poste d'ambassadeur de 2007 à 2008. En fait, avant ma mission, je considérais que c'était la force militaire ou hard power qui prenait le pas sur tout le reste, alors que ce n'était pas tout à fait le cas. Le Japon jouit d'une bonne réputation en Irak, réputation qui se fonde sur les excellentes relations bilatérales existant entre des États et aussi sur l'aide humanitaire et la reconstruction que nous apportons. Je dois avouer que cette bonne réputation du Japon parmi les Irakiens a grandement facilité mes responsabilités d'ambassadeur. Un autre exemple de soft power en Irak. Chaque fois que je me présente en disant « Ana ismi Monji », en arabe, ça veut dire « je m'appelle Monji », on m'a accueilli chaleureusement comme ambassadeur sauveur, signifiant le Monji, sauveur en arabe. Et aussi, je pense qu'il convient de développer plus largement le concept de soft power, non seulement par l'intermédiaire de la culture et des valeurs universelles, mais aussi grâce aux valeurs et aux modes de vie traditionnels japonais, tels que l'esprit d'harmonie et la coexistence avec la nature. Les concepts de tolérance et de diversité, que je cite pour décrire les caractéristiques de la culture japonaise, doivent être mis en compte, car je suis convaincu que ces valeurs sont primordiales dans le monde d'aujourd'hui plus que jamais auparavant. Le Japon a par exemple mis en place des mesures d'économie d'énergie et de protection environnementale en s'appuyant sur une technologie solide, qui peut être considérée comme l'incarnation des valeurs et du mode de vie du pays. Ainsi, le Japon tente aujourd'hui de faire face au vieillissement de la population en utilisant la technologie à sa disposition, notamment robots. Grâce à un costume robotisé, même une frêle infirmière peut réussir à porter un patient très lourd. C'est un monde où les animés du robot Gundam ou Evangelion deviennent réalité. Si le Japon parvenait à proposer à tous les pays du monde des solutions leur permettant de faire face aux défis auxquels ils seront un jour confrontés, cela constituerait une grande réussite pour la politique japonaise du soft power. Mon troisième point traite de la culture pop comme une illustration de la diplomatie publique du Japon. Ces dernières années, le MOFA a tiré avantage de la popularité internationale de la culture pop, comme les mangas, ces bandes dessinées, et les animés, ces dessins animés, qui sont un outil pour la diplomatie publique. Ceci est dû au fait que la culture pop japonaise suscite beaucoup d'entrées à l'étranger et a la capacité d'attirer un large public. L'organisation du Japan Expo à Paris constitue une excellente illustration de ce phénomène. En juillet dernier, en seulement 4 jours et demi, Japan Expo a réuni plus de 250 000 fans du Japon. Il y a aujourd'hui dans le monde plus de 200 manifestations de ce type qui attirent chacune plus de 10 000 visiteurs. Certaines d'entre elles réunissent plus de 100 000 personnes, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Il est vrai que les mangas et les animés sont des éléments principaux de la culture pop japonaise. En 2007, le MOFA a établi Prix Manga International. Puis en 2008, un personnage très populaire de l'anime, Doraemon, c'est un chat robot qui vient du futur, a été désigné ambassadeur de l'anime par le ministre des Affaires étrangères. L'anime de Doraemon, le film sous-titré en 5 langues, a été projeté 170 fois dans 80 pays dans le monde. C'est au Laos, devant l'immense entrée des enfants pour le film diffusé, pourtant sans sous-titres en laotien, que j'ai pris pleinement conscience du pouvoir de communication de l'anime. Je souhaite mentionner ici qu'un anime est un film d'animation japonais. Miyazaki réalise donc l'anime, alors que Disney fait de l'animation. L'entrée des fans pour les mangas et l'anime a en fait poussé un grand nombre d'entre eux à apprendre le japonais. Certains dans le but de regarder leurs animés favoris sans doublage, d'autres à polir le prochain tome de leur manga sans être obligés d'attendre la traduction.
Le langage constitue un élément majeur d'une culture et civilisation, et l'apprentissage du japonais par un nombre croissant d'étrangers ne peut être que très bénéfique pour le Japon. 4 millions de personnes environ étudient le japonais dans le monde, et l'enseignement de la langue japonaise est un des piliers de notre diplomatie publique. Dans ce contexte, le Japon a beaucoup à apprendre de la France, qui accorde une importance particulière à l'enseignement de la langue française dans le monde. Cosplay est l'abréviation de Costume Play Dressing, activité consistant à se costumer en personnage de fiction, manga, anime, jeux vidéo. Depuis 1999, le sommet international de cosplay se tient annuellement à Nagoya et a réuni pas moins de 22 pays en 2014. Le MOFA, le ministère, qui fait partie du comité d'organisation, remet aux gagnants le prix du ministre des Affaires étrangères. Lors de différentes manifestations sur le Japon, j'ai été frappé par le fait que les jeunes filles étrangères imitaient le style vestimentaire des jeunes japonaises, par exemple le style Lolita avec beaucoup de dentelle ou uniforme de lycéenne. J'ai alors décidé de confier à 3 jeunes icônes de la mode une mission d'ambassadrice chargée de la promotion du kawaii, dont la traduction la plus proche en français est mignon. Et donc Snoopy est mignon, mais Hello Kitty est kawaii. La mission des ambassadrices de kawaii les a menées dans de nombreux pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, la Russie, la Chine, la Corée, la Thaïlande, le Brésil, etc. Et partout, ils ont reçu un accueil chaleureux. À l'Estifie, Brésil, 20 000 personnes se sont réunies pour la fashion show des ambassadrices du kawaii. En Thaïlande, un lycée de filles qui a créé des uniformes inspirés d'un anime japonais a vu le nombre de candidatures d'entrée dans son établissement multiplié par 8. La diplomatie de la culture pop reçoit généralement un accueil favorable, mais suscite aussi parfois quelques critiques. Certains sont ainsi d'avis que la pop culture ne doit être soumise à aucune autorité et ne doit bénéficier d'aucun soutien gouvernemental. D'autres pensent que la culture pop n'est rien d'autre qu'une sous-culture qui, à ce titre, n'a pas à être soutenue par des fonds publics. Ma réponse à la première critique est que le MOFA n'apporte pas son soutien aux industries de culture pop. Ils n'ont pas besoin de notre aide. Au contraire, c'est nous qui souhaitons bénéficier des retombées positives générées par leur force de grand pouvoir de séduction. En effet, la culture pop peut être considérée comme une porte d'entrée vers la culture japonaise dans son ensemble. Pour répondre au second argument, je dirais que la culture s'exprime et s'apprécie dans ses différentes composantes, au sein desquelles les notions de supériorité ou d'infériorité n'ont pas lieu d'être. Je souhaite à cet égard rappeler qu'au moment de leur création, le kabuki et l'ukiyo-e appartenaient à la culture pop. Je passe maintenant à mon 4e point, la stratégie du Cool Japan. Alors que MOFA faisait usage du soft power et de la culture pop pour promouvoir l'image du Japon, j'ai mené des discussions avec d'autres ministères pour que le soft power puisse, grâce aux entreprises, constituer aussi un réel pouvoir économique. Aujourd'hui, le gouvernement japonais, dans son ensemble, met en place l'initiative Cool Japan, avec pour objectif la croissance de l'économie japonaise grâce à la relance des entreprises et la création d'emplois en se fondant sur le dynamisme de la demande internationale. Dans ce but, nous devons tirer profit de l'entrée internationale envers la culture japonaise, envers les valeurs et le mode de vie qu'elle représente, ainsi que de l'attrait suscité par des secteurs comme la mode, la gastronomie, le logement, ou ce qu'on appelle les industries des contents, telles que l'anime, les séries télévisées, la musique, etc., en les transformant en produits à forte valeur ajoutée. Le fonds Cool Japon a été créé grâce à des aides publiques et à des subventions provenant du secteur privé afin de soutenir des entreprises japonaises investissant à l'étranger, particulièrement dans le domaine culturel. L'initiative Cool Japan prévoit également de promouvoir le tourisme avec l'objectif d'attirer plus de visiteurs étrangers au Japon. Dans ce contexte, je souhaite présenter 2 des domaines prioritaires de cette initiative, que sont la cuisine japonaise et le saké.
Le washoku, cuisine japonaise traditionnelle, qui a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en décembre dernier, est aujourd'hui populaire dans le monde entier. Nous sommes fiers de notre washoku, tout comme le sont les Français de leur gastronomie. Elle est aussi déjà inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Les Japonais apprécient beaucoup les cuisines du monde, et le Japon est le pays qui compte le plus grand nombre de restaurants étoilés au Michelin. Le saké, une boisson alcoolisée à base de riz fermenté, accompagne à la perfection les saveurs du washoku, mais s'harmonise aussi très bien avec la cuisine occidentale, y compris la cuisine française. Et je suis fier d'être l'un des 48 saké samouraïs. Ce titre est décerné par l'Association des producteurs du saké pour distinguer des personnes engagées dans des actions de promotion du saké. En France, vous avez les chevaliers du Taste-Ban. Au Japon, nous avons les saké samouraïs. J'espère que vous aurez un jour l'opportunité de découvrir la diversité de cultures japonaises dont le large spectre s'étend de l'art traditionnel à la culture pop. Et je passe maintenant à mon dernier point, les relations entre le Japon et les pays francophones. Bien qu'excellentes, les relations entre le Japon et les pays francophones peuvent encore se renforcer. Il convient tout d'abord de mentionner qu'en mai 2008, à l'occasion de la TICAD 4, un document commun concernant la coopération entre le gouvernement du Japon et l'Organisation internationale de la francophonie a été signé. L'objectif de ce document était de renforcer le dialogue et la coopération entre le Japon et l'OIF sur la base d'une recherche de complémentarité et de synergie afin de donner une réelle valeur ajoutée à leurs actions respectives. C'est ensuite en mai 2010 à Tokyo que 23 représentations officielles des pays membres de l'OIF ainsi qu'une dizaine d'associations francophones basées au Japon se sont réunies pour le lancement officiel du Conseil de promotion de la francophonie. Ce conseil a pour objectif de faire de la francophonie un outil de défense de la diversité linguistique et culturelle dans un monde où ces valeurs sont menacées. Le Conseil a depuis cette date organisé de nombreuses journées de découverte de francophonie avec notamment des activités culturelles dans les lycées et les universités. Je souhaite qu'à l'avenir, l'accent soit mis sur le renforcement des relations entre l'OIF et le Japon, particulièrement dans le domaine de la culture, de l'économie et de la diplomatie. Je vous remercie de votre attention.